Donc on pourrait encore prendre d'autres personnages. Il y en a. Et hier justement, je recevais une lettre là d'un d'un lecteur, enfin, que je ne connais pas, qui m'a envoyé un exemplaire du chasseur français. Et là-dedans, dans les petites annonces, il avait découvert une petite annonce pas plus grande que ça, en tout petit caractère. Collectionneur cherche armes anciennes, pistolets, mousquets, armures, etc. S'adresser l'oiseau, etc. Donc l'oiseau, et l'oiseau aussi, les antiquaires l'oiseau, pour moi, j'ai un jour visité l'entrepôt des frères Chauveau, qui habitaient encore près de l'hôpital Saint-Pierre, là, un grand entrepôt à 3 étages, avec plein, bourré de tas de trucs dans ce genre-là, n'est-ce pas? Ils ont leur magasin au Sablon maintenant, les deux frères. Le père est mort, mais c'était trois. Le père à basse, et les deux fils, anciens acrobates à motocyclette de musical, c'est-à-dire tournant sur des pistes verticales, à toute vitesse. Ils avaient toutes sortes de vélos encore chez eux aussi. Ça m'avait donné l'idée de ces frères Loiseau, antiquaires et un peu bizarres sur les bords. Là. Chauveau n'était pas du tout ça, mais enfin c'était l'antiquariat aussi. Donc il y a beaucoup de personnages, maintenant que j'y réfléchis, je pourrais d'ailleurs y penser, origine de certains. Que c'est amusant de faire un contrepoint. Oui, oui, il y a moyen, oui, c'est une origine. Justement, l'oiseau, etc., on peut le mettre. Et alors il y a des choses amusantes, comme par exemple la boucherie sans eau, c'est un véritable, c'est ridicule, c'est un mauvais calembour, mais enfin il est là, quoi. Bon, et ben il a existé une boucherie sans eau à Boisfort, mais je ne le savais pas. Hein, j'ai longtemps après, il y a une famille, il y a une boucherie sans eau, exactement orthographiée de la même façon. Oui, ça c'est vraiment De même qu'il y a, et ça vaudrait peut-être même le déplacement, mais enfin je ne sais pas sur votre film, mais il y a au cimetière de Leigh-on-Sea dans l'Essex, en Angleterre, dans l'église, ou dans le cimetière, il y a un mémorial à la mémoire de la famille Haddock, qui a eu 7 capitaines de mer et un amiral en même temps, hein, qui à un moment donné a fait relâche à, je ne sais pas, vous savez, à Malaga, et il a chargé son bateau de Porto, ou de Malaga, de vin, et il a été destitué, il a été mis à pied de toute une histoire, mais déjà, il y a... Donc cette famille existe. Il y a moyen de faire quelque chose avec ça. Hein? Hein? Oui. Chercher l'arbre généalogique de cette famille. Et donc j'ignorais totalement que ça existait, bien entendu. Ah, donc c'est un nom de poisson, bon, ça va. Bien, ben, je rechercherai un peu alors pour certains personnages, parce qu'à chaque fois, quand même, malgré tout, pas toujours, mais il y a une petite histoire. Il y a une petite histoire, et ça peut être amusant. Hein. Quant aux jurons de Haddock, qui en général ne sont même pas des jurons, ça, c'est un peu l'invention ou du titi parisien, ou du bruxellois parfois, dont un nom a frappé et qui l'envoie. En tout cas, l'idée m'est venue parce que j'ai un jour entendu une marchande des 4 saisons qui s'était engueulée avec une de ses clientes, et je pense qu'elle lui reprochait que c'était trop cher, que c'était pas bon, c'était pas frais, et qui lui a lancé, la marchande des 4 saisons lui a dit, espèce de pacte à 4 que vous êtes. Il y avait à ce moment-là le pacte à 4, c'était avant-guerre, il y avait un accord entre 4 grandes puissances, l'Italie, la France, l'Allemagne et l'Angleterre, vraisemblablement, je suppose, ce pacte à 4. Et dit d'une certaine façon, c'était terriblement cinglant, n'est-ce pas? Pacte à 4, ça, tac, 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 c'était vraiment très méchant. La plupart sont venus comme ça à ce moment-là, parfois même tout à fait en regardant le dictionnaire, tiens, quel drôle de mot, qu'est-ce que ça veut dire, et dit de cette façon, bon, ça peut arriver comme ça. Enfin, bachibouzouk et des choses pareilles, c'est une bonne injure, hein, moule à gaufre, des choses comme ça. Même ectoplasme qui, hein, dit d'une certaine manière par un certain personnage. C'est tout, je crois. Ce n'est pas nécessairement péjoratif, à l'origine. Hein? La façon dont c'est la façon invectivée. Hein? Pourquoi absence de vedette féminine? On en a déjà parlé, donc c'est parce que ce sont des caricatures et que, sauf une fois ou deux, peut-être dans Les Cigares du Pharaon, j'ai présenté une vedette de cinéma, mais alors la vedette, n'est-ce pas, la vedette. Et sinon, les femmes, en général, sont des caricatures, sauf peut-être une fois une hôtesse de l'air en passant, des choses pareilles, mais je ne vois pas pourquoi je le ferais. Ça ne m'inspire pas, en tout cas. Ça ne m'inspire pas. Donc,
Et puis je trouve pas non plus la place, malgré tout, on voit très bien, même dans des histoires, je pense à des hebdomadaires pour jeunes, donc comme Tintin ou Spirou, surtout ces deux-là, pilotes ayant tout à fait changé de direction. Souvent, ces garçons qui dessinent ça cèdent à la tentation de mettre une très jolie fille dans l'histoire. Pour moi, ça tombe comme un cheveu dans la soupe. C'est leur défoulement, mais ça ne joue aucun rôle dans l'histoire. C'est eux qui se défoulent, c'est eux qui tout à coup, à l'occasion de ça, de dessiner une très jolie fille, bon, très bien. Et alors, ils s'arrêtent d'ailleurs en cours de route, au lieu de dessiner ça pour eux, s'ils veulent leur en faire ou faire des érotiques, moi je n'y vois aucun inconvénient. Mais c'est mélanger les genres qui me gêne. Ça fait partie des cris, si vous voulez, inconscients parfois, que je n'aime pas. J'apprécie la femme, bien sûr, c'est évident. Mais c'est pas là que ça doit venir. J'ai pas besoin de me défouler avec ça. Je préfère la pratique, évidemment. Le voyage, promesse d'aventure. Oui, ou bien en fait il part en voyage tout simplement et l'aventure vient. Oui, la plupart des histoires sont nées, enfin, sauf les 3-4 premières, les voyages sont nés à Bruxelles, enfin chez Tintin, et ce n'est que ou bien il est en vacances, enfin c'est toujours quelque chose de très calme, il est à domicile ou en vacances, et l'aventure vient le chercher chez lui. Alors il est obligé de partir pour suivre une piste, parce que un ami est en danger, etc. Comme par exemple il est en vacances dans les Alpes quelque part, lorsque l'avion de Chang s'écrase dans l'Himalaya, et il part pour retrouver Chang. L'aventure se noue autrement. Sauf Tintin au Congo, sauf Tintin au pays des Soviets, sauf les cigares du Pharaon et le Lotus bleu, après ça, les histoires se font... il est entraîné dans l'aventure. Et le voyage, évidemment, il y a un souci à la fois d'exotisme, c'est un peu pour dérouter, par souci d'exotisme tout simplement. Mais c'est plus aussi volontaire qu'au début où il prenait vraiment un billet d'avion pour aller là. C'était vraiment le reporter. C'était vraiment le reporter. Tandis qu'ici, maintenant, il est devenu moins reporter que détective, on ne sait pas très bien quoi. C'est un mélange un peu de tout ça, de James Bond et de OSS 117. Et donc, lui, l'aventure vient le trouver à domicile. Mais il est certain que l'exotisme dans un album joue un rôle de dépaysement, sûrement. Oui, voilà, aspect exploration du monde, voilà, nous y sommes, voyageurs en chambre, oui, par le truchement des bouquins, parce qu'on peut très bien... Ça ne vaut pas évidemment le déplacement, ça ne vaut pas évidemment le fait d'être sur place et de voir vraiment vivre un pays, mais enfin, on apprend déjà beaucoup, surtout à notre époque, maintenant, où l'édition est devenue magnifique, il y a des photos en couleur, et il y a des tas de gens qui voyagent, et le monde s'est vraiment rétréci, les distances se sont rétrécies. Quand j'ai commencé, il y avait très peu de documentation, et la plupart du temps en noir et blanc, et très peu. Maintenant, on trouve de tout. Il y a beaucoup de voyageurs. Mais au fond, vous personnellement, le voyage, je sais, vous avez voyagé, mais enfin, il n'y a pas une fascination du voyage, une tentation du voyage qui serait éventuellement réfrénée. Peut-être, mais le voyage, pour moi, le voyage, c'est l'exploration. Et le côté exploration maintenant est devenu si difficile, et alors il faut partir, comme font certains voyageurs, partir dans des régions encore très reculées avec sa caméra et tout ça, son enregistreur et tout ça, et alors les conditions du voyage deviennent fatigantes et tout. Mais pour moi, c'était l'exploration. Mais j'aime autant explorer, une montagne... je ne sais pas, des Alpes, une petite montagne de rien du tout, et voir quelques animaux là-dedans, et être seul pour voir ça, avec l'impression de découvrir, d'être vraiment le Livingstone, n'est-ce pas, le Stanley, que de partir, je ne sais pas où, enfin, où il y a 150 000 personnes. C'est ça, c'est difficilement évitable maintenant, il y a les avions et tout, il y a de moins en moins, le voyage lui-même est devenu...
je ne sais pas quelque chose, moi c'est un espèce de camp de concentration, les aérodromes et tout ça. Zum Befehl et il faut aller par là, par ici, les voyageurs, et moutonnier et en avant marque. Vous ne trouvez pas, on est parqué sans arrêt. On reçoit sa petite boîte et c'est vraiment des bêtes à transporter. Hein. Bon. Oui, dans la vie, on est de plus en plus encaqué. De plus en caqué, de plus en plus. De plus en plus. Donc, j'ai fait du camping dans ma jeunesse, c'est-à-dire sac au dos, partir dans des régions, c'était énorme, c'était les Pyrénées espagnoles en 1924-25, il n'y avait personne évidemment, et ça c'était de l'exploration, c'était une véritable exploration. On était aussi loin là que je ne sais pas, chez les Mossi ou chez la Matabele. Temps passé. L'étude du marché, jamais. L'étude du marché, jamais. C'est peut-être un tort, mais enfin, ça, jamais. Jamais. Jamais fait ça. Est-ce que ça va marcher? Ça va pas. On verra bien. J'aime d'ailleurs dérouter mon lecteur. Comme par exemple, quand j'ai fait les bijoux de la Castafiore, je savais que j'allais tout à fait décevoir et faire quelque chose de très différent. Je voulais raconter une histoire où il ne se passe rien. Mais en même temps, tenir le lecteur en haleine. J'ai réussi, mais en tout cas, au début, l'album n'a pas marché du tout. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé, ici, les amis, quoi, non, c'est pas bon, attention, je vais le faire. Moi, j'ai envie de le faire, il faut le faire. Mais donc, jamais étude de marché. Si je faisais une chose pareille, alors je pourrais aussi bien céder Tintin à quelqu'un d'autre. Oui. C'est fini, ça devient une affaire commerciale. Oui, c'est un ordinateur. Ça, à côté, affaire commerciale, je ne nie pas, puisque c'est en rapport avec de gros tirages quand même, il y a de gros intérêts, bien sûr, mais ce n'est pas l'aspect qui est important pour moi. Je le néglige totalement dans l'élaboration de mes histoires. Oui, pour revenir un peu à l'aspect exploration du monde, justement, est-ce que, à mesure précisément, vous avez raconté avec Chang, que vous avez pris conscience de votre responsabilité, est-ce qu'il y a dans le choix des pays, dans la description des pays, un souci pédagogique? Non. Non, je vous ai dit pourquoi je veux, quand ce Tintin se promène, je ne sais pas, au Pérou, je le voudrais encore plus maintenant qu'à l'époque où je l'ai fait, je veux que ce soit le Pérou. Mais avant tout pour moi-même, pour que je puisse croire à l'histoire que je me raconte. C'est vraiment pour ça, c'est pas du tout par souci pédagogique et par souci de moralisateur, enfin, que je fais certaines choses. Donc, rien de ces choses-là. Si après coup, c'est pédagogique, dans les faits, si après coup, c'est un peu moralisateur, dans les faits, réellement, je ne vais pas en sangloter pour ça. C'est très bien, c'est un plus, si vous voulez, c'est une prime de la maison. Mais c'est une prime involontaire. Une prime involontaire. Je ne cherche pas du tout ni à faire de la morale. Il est possible qu'elle soit dedans. J'ai été scout et pour moi encore, la loyauté, l'amour de la nature, le respect de la nature, le respect de la propreté de la nature, parce que quand on partait camper et qu'on avait fait des saletés, on enterrait tout ça après avoir tout brûlé. Donc il y avait un respect de la nature, c'est encore comme ça, je ne m'en plains pas. Et si même le boy scoutisme est un peu moqué maintenant, ça ne me dérange pas du tout, qu'on me moque, ça m'est égal. Mais il y a un côté qui est resté, un côté petit scout, rendre service, faire traverser la rue à une dame qui n'a pas envie de traverser. Ça m'est arrivé d'ailleurs. Pas tout à fait comme ça, mais mieux. Et donc simplement ça. Donc ni souci pédagogique, ni souci moralisateur, mais si c'est moralisateur, c'est parce que moi je le suis sans doute un petit peu. Ça, hein? Et d'autre part, pour que je puisse croire à une histoire que je raconte, je me mets dans la peau du personnage, du lecteur, et il faut absolument, il faut que cet art soit comme ça. Petite anecdote d'ailleurs qui n'a pas grand-chose à voir, mais ce qui est symptomatique quand même. J'avais un oncle, c'était le frère de mon père, c'était un frère jumeau, c'était jumeau d'ailleurs. Ça peut-être aussi, hein, c'est possible, Dupont. C'est bien possible. Hein. Et quand mon oncle, qui lui avait tiré un mauvais numéro avant-guerre, est revenu de la guerre, après avoir fait 7 ans de service militaire, hein, mon père pas, un jour il m'a fait un cadeau et il m'a offert des soldats. J'adorais les soldats de plomb,
je faisais de grandes batailles, etc. Tout ça, j'avais inventé des règles de combat avec mon jeune frère, avec des soldats de plomb. Et ces soldats de plomb, en général, avaient cette hauteur-ci, n'est-ce pas, à peu près. Et il m'a offert de très jolis soldats anglais en bois découpé, mais de cette hauteur-là. Des tireurs debout, des tireurs à genoux, des tireurs couchés. J'ai jamais pu jouer avec ça. C'était hors format, je ne parvenais pas, c'était pas pour moi. C'était un truc qui était à rejeter, ça n'allait pas, c'était pas le même. Oui, j'étais pas à mon aise là-dedans. Il fallait la réalité du soldat de plomb. Hein? Mais avec en rond de bosse tout à fait, et non pas ce soldat plat en bois découpé. Je ne pouvais pas jouer avec ça. Ça ne m'intéressait pas, c'était pas des vrais soldats. C'était pas véridique. Pays de prédilection? Non. Non. Bon, forcément, tous les pays dans lesquels il a été m'intéressent plus que ceux où il n'a pas encore été, ça forcément, mais non, il n'y a aucune exclusive, rien du tout. Il y a des choses que je voudrais encore faire, mais que je n'ai pas encore trouvé le moyen de faire. J'aurais voulu faire une histoire sur les peaux rouges actuelles, mais je n'ai pas encore trouvé, je ne le ferai jamais, je n'en sais rien, le moyen de se mettre ça en route. Hein. Je sais ce que je montrerai vraiment des gens là-bas qui sont encore exploités, enfin, et qui sont malheureux. Et la méchanceté des Blancs, parce que c'est ça, on peut dire que comme bête féroce, il n'y a pas mieux. Hein. Vous avez parfois comme ça la tentation justement d'amender dans les aventures ultérieures certaines visions que vous avez oui, c'est sûr. Bon, si je devais recommencer quand j'étais au Congo, je ferais ça évidemment autrement. Enfin, j'ai entendu Claude Lévi-Strauss depuis le temps. Enfin, on sait qu'il existe quelque chose, c'est digne de respect. Il n'y a pas d'une brave moquerie comme ça, c'est trop simple. Mais c'est trop tard, c'est fini. Mais comme ça, c'est comme ça. Je ne vais pas sangloter, je l'ai fait. Je ne pouvais pas être faire autrement. À l'époque, j'étais comme ça. Et... Non, il faut... Mais certainement, j'aimerais d'amender les choses, de corriger, de refaire. D'ailleurs, je le fais en partie, de temps en temps, quand il y a moyen, je corrige. Hein. Donc, il n'y a pas de pays de prédilection vraiment spécialement. Tintin au Tibet. Oui. On a déjà parlé un petit peu. Mais tout ça, je l'ai compris après, hein, je ne savais pas ça au moment même. Hein. Tout ça, je l'ai fait, et c'est seulement après que je me suis rendu compte de ce que ça représentait. Mais de toute façon, ce que je voulais là-dedans, c'était faire, encore une fois, comme pour les bijoux de la Castafiore, faire une histoire où il n'y aurait pas de mauvais, où je me serais privé de tout l'arsenal de la bande dessinée, enfin les mauvais, les gangsters, les armes, tout ce qu'on veut, n'est-ce pas, et l'ennemi avec un grand E, hein, Rastapopoulos et des choses comme ça, ou Ulrich pour Jacobs, et où il n'y aurait aux prises que les choses naturelles, enfin la montagne, la difficulté, la soif, la fatigue, bon, tout ça. Quelqu'un aux prises avec soi-même. Quelqu'un aux prises avec soi-même, avec les difficultés de la vie, transposées évidemment là-bas, mais en fait c'était ça. C'était ça. Donc, c'est une crise donc, qui a abouti à la situation dont je vous ai parlé hier et qui a été d'autant plus, je ne sais pas si je vais en parler maintenant, mais qui est d'autant plus douloureuse que, pour moi, comme pour la personne, pour ma femme, que je n'étais pas habitué à manquer à ma parole. J'avais donné ma parole, c'était une crise effroyable parce que je me sentais déshonoré et à la fois je ne pouvais plus lutter, je ne savais pas, j'étais complètement déchiré, mais je n'étais pas du tout scout à ce moment-là. Hein? Respect de la parole donnée, oui, bon, très bien, et bien ça n'allait plus. C'est d'ailleurs une des... Enfin, quand je repensais un petit peu à nos deux entretiens, justement, ça me frappait finalement cette contradiction enrichissante dans votre personnalité, c'est-à-dire, d'une part, un homme d'ordre, un homme organisé, dans son travail, le souci, la minutie, la précision, et à côté de ça, ce qui pourrait apparaître comme une attitude un peu rigide, si on veut. Et à côté de ça, justement, une absence de rigidité dans les options idéologiques, dans la philosophie de la vie. Oui, là aussi. Alors, ce sont mes contradictions, et ça, je sais maintenant que je suis
comme tout le monde, mais enfin que j'en ai peut-être plus que d'autres, parce que je suis Gémeaux, peut-être, j'en sais rien. Mais enfin, j'ai ces contradictions. Moi, je les assume maintenant. Enfin, ça, je sais quelles sont, et ça ne m'ennuie plus, enfin, ça ne me gêne plus. Je suis plein de contradictions. Bon, c'est comme ça. Donc, quand on est plus jeune, c'est difficile. C'est difficile. Là, on est en lutte contre soi-même. C'est vraiment presque la schise, n'est-ce pas? C'est la dichotomie qui se passe, et ça, c'est peut-être très dangereux pour l'homme ou la femme qui en est le siège, le lieu. Mais je crois que pour finir, c'est ça qui est excellent, c'est de pouvoir assumer ça, c'est propre contradiction. Oui, je suis comme ça aussi. Bon, c'est le yin et c'est le yang, c'est le positif, c'est le négatif, c'est l'ensemble. On est tous il y a ces contradictions qui sont là entre notre côté d'ombre et notre côté de lumière, ça c'est certain. Et donc ça a été une crise très grave, d'autant plus grave, je le répète, que pour moi la fidélité était une vertu capitale. Et que je ne parvenais plus à être fidèle. Donc je devais prendre une décision qui mette fin à ce serment. Pour moi, c'était pas comme ce qui aboutit à une simplification. Oui et non, parce que une simplification, oui, c'est s'assumer complètement, assumer son côté d'ombre, son côté de lumière, accepter ses bons côtés, accepter ses mauvais côtés, savoir qu'on est en même temps un héros potentiel et un pauvre type, enfin, ça c'est très bien, je crois, c'est très bon. Oui, enfin, mais c'est une simplification. La simplification là, dans le sens que, par exemple, dans cet album-là, vous venez de l'évoquer. Ah oui. L'album vit sur ses propres ressources. C'est ça, oui, d'accord, c'est bien ça. C'est moins d'accords spectaculaires extérieurs. Mais je suis revenu après avec d'autres histoires encore, n'est-ce pas? J'ai fait Coq en stock, au contraire, où tout le monde revient, le monde entier revient dans cet album. J'ai fait les bijoux de la Cavassière, où il y a plutôt une petite comédie, je dirais. Et puis je suis reparti de nouveau vers le monde extérieur, avec le vol 714, et maintenant de nouveau, c'est le monde extérieur. Correction des mœurs. Que voulez-vous dire pour mes personnages? Oui, c'est ça. À travers eux, c'est on peut rectifier les travers de notre société. Oui. Forcément, on est un petit peu, on fait un petit peu on fustige un petit peu, on se moque un petit peu des travers de notre société. Oui, bien sûr. Pas tellement d'ailleurs. Enfin, par-ci par-là, oui. Oui, parfois dans Tintin en Amérique, quand on chasse les peaux rouges, puis c'était une prise de position par après au sceptre d'Ottokar contre l'Anschluss et des choses comme ça. Enfin, mais, oui, et une critique de la guerre du Grand Chaco avec les pétroliers, les marchands d'armes, etc. Bien sûr, il y a un peu de tout ça. Ça fait tout un mélange, il y a de tout là-dedans. Il y a à boire et à manger. Peinture de la comédie sociale, nous sommes toujours, c'est la même question. Oui, c'est la même question. C'est la même réponse. C'est la même réponse, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Il y a chez vous une imprégnation forcément de l'air du temps. Oui, je crois que c'est surtout ça. Et alors il y a le côté observateur qui est très curieusement ici. Je ne sais pas si... Mais c'est... Je vais aller voir quelque chose. Place au théâtre. Maintenant, moi je suis un observateur. Il joue dans l'histoire. Mais en fait, c'est un observateur. On dirait si on était très intellectuel, c'est la distanciation brechtienne. C'est ça, voilà. Oui, c'est ça, voilà. Je suis dedans, mais je raconte l'histoire. C'est ça, je suis dedans, mais je parviens à m'en extraire. Donc c'est un peu ça, c'est un peu l'observateur. Mais je crois que si vous écriviez, je crois que quand on fait une œuvre, enfin quand on fait, oui, pourquoi pas, une œuvre aussi longue, il est impossible de ne pas avoir mis des tas de choses là-dedans. Non? Bon, d'ailleurs, sinon elle n'aurait pas survécu. Non, c'est sûr. Non, elle est nourrie de tas de choses. Elle est nourrie de tas de choses. Elle est nourrie de tas de choses. Qu'elle a trouvé l'écho qu'elle a trouvé. Sinon, donc il y avait des échos certainement, et ça c'est certain. Et donc il y avait, surtout sur une aussi longue durée, il a fallu qu'elle soit sans arrêt nourrie de l'air du temps, de l'air du temps.
volonté de servir ou simplement de distraire. Non, distraire et me distraire et m'amuser et tout, mais pas du tout une volonté de servir. Vous savez, je reçois beaucoup de lettres maintenant, qu'est-ce que vous faites? Enfin, on a besoin de vous et vous devez absolument sortir, on attend, on est impatient. Et vraiment beaucoup de lettres, vous savez, ne croyez pas que ce soit des gens que je ne connais pas. Oui, je ne me sens aucune obligation. Je ne me sens aucune obligation. Quel que soit le désir vrai, il n'y a aucune raison de supposer le contraire, puisque ces gens écrivent spontanément et il n'y a aucune raison, mais je ne me sens aucune obligation. Je pourrais aussi bien m'arrêter demain et sans avoir l'ombre d'un remords. Enfin, vis-à-vis du lecteur, je pense. Hein. Il n'existe pas. L'influence exercée par Tintin, ça c'est très difficile à dire, mais tout de même, et c'est surtout à Paris que c'est visible, le nombre de jeunes reporters, de voyageurs, d'explorateurs donc, qui m'ont dit, c'est grâce à Tintin, c'est par Tintin que j'ai aimé, que j'ai voulu pratiquer ce métier-là, ce nombre de jeunes gens est impressionnant déjà. Et je sens chez eux, pas mine de rien, mais enfin, ne prenez pas tout au pied de la lettre, ça, mais une vraie ferveur. Une ferveur, parce que c'est toute leur jeunesse qui, semble-t-il, a été marquée par ça. Et ça, c'est très émouvant parfois. Très émouvant. Donc cette influence, je crois, est réelle, et de temps en temps, elle apparaît, comme ça, par une conversation, par une lettre. J'ai des lettres très émouvantes comme ça aussi, de gens qui tout à coup surgissent de l'ombre, m'écrivent des choses vraiment touchantes. À l'occasion, si vous voulez, on verra ça. Oui, justement, c'est intéressant. Vraiment des témoignages de fidélité et de ferveur qui sont vraiment très émouvants. Très émouvants. Ça peut aller jusqu'à... Ça finit très mal. Enfin, il y a un jeune garçon qui m'a écrit il y a quelques années et il m'a demandé avant de partir qu'il voulait partir pour le Pérou et la Bolivie. Et il m'a demandé une sorte de bénédiction, c'était Tintin qui l'avait incité à faire ça. Il est resté là-bas, a été massacré par des Indiens au bord de, je ne sais pas quel... Donc on a su longtemps après seulement qu'il était mort, ça a été massacré. Il avait fait avec son copain, ils avaient fait des imprudences, ils avaient mangé, ils étaient affamés, ils avaient perdu tout leur matériel, et ils sont arrivés sur le territoire de je ne sais quelle tribu agraire, agricole en partie, et qui, sur leur territoire où ils allaient cueillir, où ils allaient faire la cueillette, où ils allaient travailler, avaient laissé des petites maisons, des huttes remplies de nourriture. Pour quand ils arrivaient, comme ça ils ne devaient pas transporter leur nourriture. Et ces jeunes gens affamés ont bouffé la nourriture, et on a su après ce qui s'était passé, une partie du village voulait leur faire grâce, enfin, et l'autre partie du village a dit non, ce sont des voleurs, et on a trucidé, tout ça. Moi j'étais à la rivière, c'est pas le témoignage d'un missionnaire longtemps après qu'on a su ce qui s'était passé. Enfin, responsabilité énorme d'ailleurs aussi, enfin témoignage aussi celui-là, le secrétaire connaîtrait le nom, moi j'oublie. Enfin ça on peut parler de cette chose-là si vous voulez. Et alors oui, enfin on peut aussi, je ne sais pas, imaginer se poser des questions sur l'influence entre guillemets morale alors de Tintin en tant que de par son comportement. Oui. Parole donnée. Oui. Comme en tant que modèle. Oui. J'ai peu de témoignages de ce côté-là, n'est-ce pas? De ce côté-là, j'ai peu de choses, je ne vois pas. Mais d'autres, d'espèces de Tintin représenté pour moi, j'ai des correspondances qui sont établies comme ça, qui sont extraordinaires. Ça, nous verrons alors le moment venu. Je crois vous pourrez prendre quelques extraits même de correspondances pour faire vrai, pour les lire à haute voix à ce moment-là aussi. Enfin, ça reste... Dans quel pays, dans quel milieu, à quel âge? Tous les pays, tous les milieux et tous les âges. Il y a absolument, je ne vois rien. Ça vient de tous les pays, ça vient de la classe la plus basse, ça vient des gens en place, ça vient de tous côtés. Tous les milieux, des médecins, des pauvres malheureux, des fous aussi qui m'écrivent bien entendu. Hein. J'ai 2 correspondants espagnols pour le moment.
un malheureux, un pauvre gosse, mais enfin, il n'y a rien à faire, ça devient le casse-pied. Je n'ai pas d'argent, s'il vous plaît, envoyez-moi des albums. Ils sont quelques-uns dans ce cas, je ne peux pas. D'autre part, aussi en Espagne, le fils d'Eugenio d'Ors, hein, qui est Eugenio d'Ors, le grand écrivain espagnol. Hein. Et bon, ben, lui aussi, ce sont deux extrêmes. Deux extrêmes. Alors des écrivains arrivés, je sais pas comment épouser un milliardaire, comment c'est pas cette femme, Espagne, je parle toujours d'Espagne. Il y a un peu de tout, ça vient de tous les pays et de tous les milieux. Il n'y a absolument rien, je ne sais pas. Je crois que tout le monde y trouve quelque chose. Alors quand la question suivante, progressif, conservateur, progressiste, conservateur ou neutre, il y a tout, je crois. Il y a des points sur lesquels je ne prends pas position, d'autres, sans le savoir, je romps une lance pour telle ou telle chose. Je ne suis pas très je suis à la fois conservateur et très révolutionnaire. Au fond, je suis un contestataire, un libertaire. Oui, c'est-à-dire vous vous situez en dehors des courants idéologiques, mais avec une volonté d'indépendance et d'authenticité. Encore une fois, je veux être moi-même dans toutes les circonstances de la vie. D'abord moi-même pour moi, et puis alors dans les contacts aussi, tout en allant vers les êtres. Hein, je ne me ferme pas, mais je veux être authentiquement moi-même, et si je veux voir telle chose, un film, je désire pouvoir dire je n'aime pas ce film pour telle et telle et telle raison. Vous êtes de droite, je m'en fous, je n'en sais rien, je n'aime pas ça pour ça. Je l'aime bien pour ça, mais alors vous êtes un révolutionnaire. C'est possible, je n'ai pas du tout le désir non plus, j'aime ce film parce que j'aime telle chose. Donc, me coller une étiquette, on peut. Chacun vous en a collé une, mais oui, pour les gens, mais il y en a différentes. Vous avez été parfois oui, droite, bien sûr, c'est sûr. Je crois surtout que Tintin est une espèce de volonté d'indépendance, et de volonté d'indépendance vis-à-vis des gens sérieux, vis-à-vis des adultes donc. Tintin est un adolescent qui mène le jeu, et tous ces adultes sont en général très peu, je ne dis pas qu'ils ne sont pas recommandables, mais ils sont ridicules. C'est lui qui tient le bon bout toujours, c'est lui qui a le bon réflexe, n'est-ce pas? Non, je ne parle pas des malhonnêtes gens dont il est entouré, il y en a quelques-uns, mais enfin même ses amis sont, le capitaine Haddock, un peu victime de ses passions, de sa passion pour le whisky. C'est un type qui sort comme ça, qui ne réfléchit pas, c'est un brave homme, mais spontané, trop spontané. C'est pas le mot d'ailleurs spontané, c'est trop exubérant, moins un impulsif, voilà le mot que je cherchais. Attirance pour le fantastique, l'insolite, l'onirique. Mais je crois que nous sommes environnés de mystères. Même simplement, on en parlait aussi hier ou avant, rien que le processus de la création, ça vous échappe complètement. La plus grande partie, c'est souterrain. Toutes ces contacts qui se font comme un circuit intégré, enfin tout ça se fait à notre insu pratiquement. Il y avait déjà un mystère. Alors maintenant, de plus en plus, les recherches qui sont faites aux États-Unis et surtout en Russie soviétique, semble-t-il, sur l'après-vie ou sur les phénomènes parapsychologiques, enfin de transmission de pensée, il y a quelque chose. Enfin, et même dans l'après-vie, il semblerait que les témoignages qui viennent aussi bien d'Inde que de Chine, le livre des morts tibétains, le Bardo Tedol, tout ça, les mêmes expériences, les mêmes choses se produisent. Un bouquin qui est sorti récemment de Paul Misraki, je ne sais pas si vous avez vu ça. Non. Ça s'appelle comment? Donc le chef d'orchestre, enfin le musicien. Qu'est-ce que... Enfin, je sais pas, le phénomène, la vie après la mort, quelque chose comme ça. Des témoignages extraordinaires qui n'ont aucune raison que ce soit... Il sort un bouquin comme ça par plaisanterie, il y a quelque chose, et ça se raccorde à toutes sortes d'autres expériences. Donc, à mon sens, on est entouré de mystères, d'ailleurs, parce qu'on est dans une ère tout à fait technocratique,
technologiques, technocratiques, que tous ces phénomènes, on les laisse un peu de côté, parce qu'il faut que 2 et 2 fassent 4, mais ça peut aussi faire 5 un jour. Mais c'est ça, mais c'est certain. Alors, il y a de l'insolite, il y a des choses bizarres autour de soi. Hein. Les rêves prémonitoires, ça existe. On ne peut pas plus les expliquer, mais enfin, ça existe. On pourrait essayer de les expliquer. Il semble que les Russes et les Américains fassent des recherches qui sont probablement dirigées surtout au point de vue militaire, pour transmettre des transmissions de pensée, transmissions de secrets militaires, des choses comme ça. Donc, on retombe encore. Mais le fantastique, oui, certainement. D'ailleurs, de Tintin au Tibet, Tintin, ce rêve prémonitoire, il y a le rêve encore avant ça, avec la momie Inca. Il y a quelque chose là aussi. Il y a la magie là avec les Péruviens. On pique. Ça porte un nom que j'oublie maintenant aussi. Là. Bon. Bien, pour chacun des albums. Là, on est parti dans une question. Oui, bien sûr. Oui, c'est sûr. Il y a plein historico-politique, social, l'événement. Mais oui, je crois que oui. Encore une fois, on en revient à ce que nous avons déjà dit, c'est-à-dire que je suis, je crois, très perméable aux événements ou à l'arrière-plan historico-politique et social et tout. Enfin, il y a quelque chose dont je suis très influençable, si vous voulez, par ces choses-là, et ça ressort consciemment ou inconsciemment dans ce que je fais. Donc je crois que je suis un excellent médium pour ces choses-là, et que je les restitue sous une certaine forme, mais qu'on retrouve là-dedans l'air du temps également. Chaque album, quand je le revois comme ça après, mais je ne le revois pas souvent, enfin, quand je vois ça, chaque album porte la trace d'une époque. C'était vraiment, et c'est je crois, une des rares bandes dessinées qui montre ça, sauf les bandes dessinées américaines, Bring Up Father, etc., tout ça, ou alors Peanuts maintenant, mais qui, eux, c'est pas du tout ce genre-là, c'est pas l'aventure, n'est-ce pas? C'est une sorte de philosophie de la vie qui est montrée sous le bande dessinée, ou Dagobert dans Le Soir illustré. Ça, c'est autre chose, c'est une réflexion sur la vie actuelle. Mais des histoires d'aventure comme ça, en général, ça se perd, ou bien ça n'est pas en contact avec le temps actuel. Si vous pouvez prendre Lucky Luke, c'est un temps passé. Astérix, c'est un temps passé. Chose aussi, Jacques Martin, Alix, c'est un temps passé. Et bien souvent, Chevalier Ardent, des choses, bien souvent, ça se réfugie ou dans le passé, ou alors totalement dans l'exotisme. Totalement dans l'exotisme. En partie, Lucky Luke, c'est à la fois l'exotisme et le passé. Très drôle, c'est pas ça, mais ça n'est pas en contact direct. Il est difficile pour Maurice de faire passer beaucoup de choses sur notre état actuel, politico-social. C'est pas possible, n'est-ce pas? Puisque c'est même dans Astérix, même s'il se réfère à l'époque actuelle pour faire une espèce de critique a posteriori de notre vie actuelle, c'est malgré tout, ça reste en surface. Ça reste en surface. C'est sur les grands ensembles, c'est sur la circulation, c'est un jeu sur les embouteillages, sur les amphorages. Bon, mais ça n'est pas du tout comme Tintin, en prise directe, sans arrêt, avec la réalité. Ils sont rares les histoires en images, c'est pas pour me vanter, c'est une simple constatation. Ils sont rares les histoires en images, comme ça, les bandes dessinées, qui sont vraiment en contact avec la vie d'aujourd'hui, de tous les jours. Tintin est d'aujourd'hui. Il est encore d'aujourd'hui. Tandis que je dis Alix, Astérix, Lucky Luke, il y en a d'autres, Chevalier Ardent, il y en a des tas d'autres qui sont des gens bien fixés dans le temps. Dans le temps et qui font des choses drôles, comiques, intéressantes, tout ce qu'on veut, mais voilà. C'est pour ça, au moment où on pourra voir ceci plus en détail, je crois que c'est un des aspects intéressants du film, c'est d'une certaine façon, à travers Tintin et donc les documents filmés et autres qu'on peut mettre en transport, c'est aussi un coup d'œil. Il n'est pas trop chaud. Il fait très chaud. C'est finalement, moi je trouve que c'est un coup d'œil sur 40 années vu à travers Tintin. Ça me paraît un des aspects intéressants du film.
également, Oui. hein, parce que moi, je vois très bien, finalement, plusieurs niveaux à ce film qui sont d'une part un niveau attractif et très anecdotique, etc. Et alors, justement, en arrière-plan, finalement, le témoignage. C'est un témoignage qui s'étale sur de longues années. Ouais. Il y a des témoignages, des tas de choses Ouais. qui sont passées maintenant. On me reproche maintenant d'avoir été donc et raciste et anticommuniste, etc. Mais je reflétais l'époque. Ouais. C'était l'époque. Je ne renie pas ça parce que tout le monde était comme ça. À part l'un ou l'autre. Enfin, pas des gens qui allaient vraiment en contre-courant. Mais sinon, c'était comme ça. C'était... Hein. Oui, je crois qu'ici, il est difficile d'entrer alors vraiment là-dedans. Là, il faut vraiment Là-bas, je crois que peut-être vous pourriez aussi, je peux évidemment chercher, comme j'ai noté là, quelques points importants pour l'un ou l'autre, mais je crois que vous devriez aussi, vous, faire votre petite critique, si vous voulez, votre analyse. Oui, mais ça, je suis occupé à la faire maintenant. Oui, je fais des notes sur chaque album avec un certain nombre de questions spécifiques. C'est cela, oui. Ça, il est difficile d'en parler, ou bien on peut en parler pendant 15 jours, et puis ça va être un bâton rompu, on va passer de l'un à l'autre. Enfin, non, là, je crois vraiment que nous allons faire un travail un peu plus systématique. Oui. Alors, ce qui détermine les modifications d'une édition à l'autre, c'est d'une part les erreurs flagrantes qu'on m'a signalées, et alors pour moi aussi, comme par exemple pour l'or noir, pour moi c'est une sorte de remise en... C'est-à-dire que l'or noir, c'est un album qui a eu une curieuse histoire. Je prends pour exemple, parce que je l'ai modifié bien souvent, l'or noir a commencé juste avant la guerre. J'étais mobilisé, ça a été interrompu. J'ai recommencé un petit peu, puis la guerre a éclaté et ça a été définitivement interrompu. Je l'ai repris après la guerre. Et j'avais fait entrer déjà en ligne de compte là-dedans des bagarres entre les terroristes juifs de Birgoun, de la Ghana, du groupe Stern, n'est-ce pas, contre les Anglais. Bien, j'ai repris ça comme ça, après la guerre, et l'album s'est terminé. Donc il y a eu plusieurs morceaux. Et après, cet album a dû être traduit en anglais. Et mon éditeur anglais m'a dit, écoutez, moi on veut bien traduire, mais nos lecteurs qui, eux, ne savent pas, ne sont pas au courant de l'histoire, enfin, qui ne connaissent pas Tintin depuis longtemps, ne vont strictement rien y comprendre. Pourquoi y a-t-il des Juifs? Pourquoi y a-t-il des Anglais? Alors que les Anglais ne sont plus là-bas en Palestine, ni en Israël. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous voulez... Est-ce qu'il y a moyen d'arranger ça? Je vais voir. Et finalement, j'ai trouvé le moyen, ça a duré longtemps avant que je ne trouve cette idée, de court-circuiter à la fois les Juifs, les Birgoun, la Ghana, etc., et les Anglais, et de faire simplement se rencontrer deux Arabes, dont l'un est le candidat à la présidence ou à l'émirat. Hein, c'est le calife qui veut devenir calife à la place du calife. Hein. Oui. Et donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas du tout, parce que j'ai reçu une lettre d'engueulade récemment à ce sujet, monsieur tripatouillage, tout ça, je ne sais pas tout quoi. Enfin bon, une lettre d'engueulade à ce moment-là. J'ai répondu, je n'ai pas de réponse encore à ma réponse. Pas du tout de tripatouillage, voilà la raison pour laquelle j'ai fait ça. Pour moi, ça me paraît beaucoup mieux, parce que l'histoire est dépouillée, elle est plus simple. Maintenant, si on se place du point de vue témoignage alors, une époque, l'autre était mieux. Hein, l'autre était mieux. Mais ce n'est pas du tout que j'ai fait machine arrière ou que j'ai voulu rectifier ma position, seulement j'ai voulu faire un meilleur album. Je crois que c'est beaucoup meilleur maintenant, parce que c'est plus linéaire, c'est plus clair. Donc voilà les modifications, d'une part pour des erreurs flagrantes. Ça, si on me dit que par exemple, dans Tintin au Tibet, j'avais commencé, je prends cet exemple-là, j'avais commencé à dessiner Tintin qui partait dans la montagne, et il avait des souliers à clous, des souliers avec des tricoulis là maintenant. C'était le souvenir de ma jeunesse, je portais des souliers à clous, pour partir en montagne. Bon, très bien. Puis je reçois une lettre d'un gosse à l'époque, donc il y a 15 ans, ça, je me dis complètement à côté de la plaque, ça ne se porte plus. Tintin va partir pour le Tibet, et s'il perd ses clous, qu'est-ce qu'il va devenir? Qui va les lui remettre? Non, monsieur, on porte maintenant des chaussures à semelle Vibram, que voici, etc., les grands alpinistes comme ça. J'avais déjà dessiné, je n'ai pas modifié l'album pour ça, mais j'avais déjà dessiné une dizaine de planches, avec souliers à clous, j'ai dû tout modifier, tout ça, en tout petit, pour mettre d'autres souliers. Ça, je l'accepte, j'ai fait une gaffe, bon, après il est repassé, on le refait.
C'est surtout pour ça. Pour l'île Noire, c'était le même phénomène, enfin, non différent quand même. Pour l'île Noire, il y a eu une réédition après, qui est complètement remaniée. Pour l'île Noire, c'était la même chose. L'île Noire, ça se passait soi-disant en Angleterre. J'avais fait un court séjour en Angleterre, j'avais très peu de documents. Et publier ça 20 ans après, cette Angleterre n'était plus du tout comme ça n'aurait pas plu aux Anglais, ça n'aurait pas été bon, enfin, c'était pas juste. Et alors j'ai un groupe d'humour est parti là-bas et on a fait un remake, totalement, entièrement, on a refait toute l'histoire sur des bases tout à fait britanniques alors, et pourtant c'est très bien comme ça. Hein? Pas très bien, voilà, les Anglais sont d'accord. Donc, en général, c'est pas tripatouillage. Je ne vois même pas très bien où j'aurais mis des... Si, une seule chose, je vous l'ai dit, je crois aussi récemment, pour une édition américaine au début, on a... Ah si, quand même, il y a eu quelque chose. Dans le premier... C'était quoi? C'était des crabes aux pinces d'or. Il y avait... Le capitaine avait été battu par... C'est ça, par ce personnage-ci. Dans les premières éditions, c'était un noir. C'était un noir. Et l'éditeur américain a dit, c'est pas possible. Ou bien, il y a des noirs là-dedans, et c'est un mauvais, et les noirs ne vont pas accepter. Ou bien alors, si c'est un bon, le noir, alors les blancs ne vont pas l'accepter. Donc pas de noir. J'ai donc blanchi ce personnage-ci. J'en ai fait un espèce de Moldova, Laco, tout ce qu'on veut, enfin, balkanique, quelque chose. Voilà, ça c'est un remaniement demandé, c'est la seule fois que ça a eu lieu donc, par l'éditeur.